Bonjour, bienvenue à ce cours d'introduction à la linguistique française pour cette unité 6, les 36 ou 37 phonèmes du français. On considère en effet généralement que le français possède 36 ou 37 phonèmes, à savoir 16 voyelles, 17 ou 18 consonnes et 3 semi-voyelles. Le nombre de consonnes dépend de la façon de compter. Si l'on compte la 18e consonne qui provient de la langue anglaise, alors nous avons bien 18 consonnes. Si l'on ne compte pas ces phonèmes, alors nous avons 17 consonnes. Voyons tout d'abord le rôle de la glotte et des cordes vocales. La glotte est l'orifice à l'intérieur du larynx. Elle est délimitée par les cordes vocales. Sur ce schéma à haut, au centre, vous voyez tout d'abord le larynx, au milieu la glotte, et sur les côtés de la glotte, les cordes vocales. La glotte sera l'émission de la voix. En effet, lorsque la glotte est grande ouverte, elle permet la respiration et aucun son n'est produit. Regardez le schéma sur la droite. La glotte grande ouverte, l'air passe librement et aucun son n'est produit. Lorsqu'elle est faiblement ouverte, elle produit par contre les chuchotements. Voyez ici sur ce schéma à droite, un peu plus fermé, un peu moins ouverte si l'on veut, et la glotte permet le chuchotement. Enfin, lorsque la glotte est resserrée, la force de l'air qui passe au travers fait vibrer les cordes vocales et cela produit le son de la voix. On dit aussi le voicement ou la phonation. Alors nous pouvons maintenant découvrir ensemble les 16 voyelles du français. Voyons en premier lieu la différence entre les consonnes et les voyelles. Les voyelles. Après la glotte, si l'air continue son schéma librement, c'est-à-dire sans obstacle, le son produit sera une voyelle. Voyez sur ce schéma à gauche, la glotte, ici l'air qui passe à travers la glotte et qui s'échappe librement vers la cavité buccale ou en peu plus sang vers la cavité nasale. Mais dans les deux cas, l'air s'échappe librement, ne rencontre aucun obstacle et le son produit est une voyelle. En revanche, si après la glotte, l'air est obstrué, c'est-à-dire rencontre un obstacle, alors le son produit sera une consonne. Vous voyez ici l'air sort par la glotte, la même façon, et rencontre un obstacle, et si vous voyez au niveau des lèvres, alors le son produit sera une consonne. Ici, en l'occurrence, puisque l'obstacle est constitué par les lèvres, il s'agira de consonnes bilabiales. Par exemple, les consonnes P et B. À la différence des voyelles, les consonnes sont produites avec ou sans l'action des cordes vocales. Autrement dit, il existe des consonnes sonores, comme la consonne B, et des consonnes sourdes, comme la consonne P. Chaque voyelle est différente. Chaque voyelle possède un son particulier que nous appellerons son timbre. Voyons donc dans cette diapositive la production du timbre de la voyelle. Pour cela, devons comprendre
les rôles des résonateurs. Pour produire une voyelle, l'air qui passe à travers la glotte doit continuer son chemin librement, sans obstacle. Dans ces conditions, ce qui permet de produire des voyelles différentes, c'est la force des 4 résonateurs de l'appareil phonatoire. Vous voyez sur ce schéma à gauche 1. Les résonateurs pharyngal, 2. Les résonateurs buccal, 3. Les résonateurs labial et 4. Les résonateurs nasal. Ces 4 résonateurs vont déterminer le timbre de la voyelle, suivant des conditions que nous allons étudier. Les 6 voyelles, qu'est-ce qui les distingue? Autrement dit, quels sont leurs traits distinctifs? Tout d'abord, il y a l'oralité et la nasalité. Comme nous l'avons vu, après la glotte, l'air peut s'échapper par la cavité vocale, représentée par la flèche orange, là sur la droite, ou par la cavité nasale. L'air peut en effet s'échapper par les 2 cavités en même temps, ou bien par la seule cavité nasale ou la seule cavité vocale. Une voyelle peut être donc orale ou nasale. L'oralité et la nasalité dépendent du lieu de passage de l'air, cavité vocale et ou nasale. L'autre trait distinctif, c'est l'aperture, autrement dit l'ouverture. Ici, cette aperture est représentée par le segment CD sur les schémas à droite. Une voyelle peut être plus ou moins ouverte ou fermée. L'aperture dépend de l'espace entre la langue ici et les palais au-dessus. Comme trait distinctif, nous avons aussi l'antériorité et la postériorité représentées par le segment 1B. Une voyelle peut être antérieure ou postérieure. L'antériorité et la postériorité dépendent de la position avancée ou reculée de la langue. Lorsque la langue est en avant, c'est-à-dire aux alentours de la position B, ici, lorsque la langue est en avant, alors nous parlons des voyelles antérieures. Lorsque la langue est en arrière, aux alentours de la position A, ici, alors nous parlons des voyelles postérieures. Enfin, nous avons les traits de la labialité et de la non-labialité représentés par le segment EF sur le schéma à droite. Une voyelle peut être labiale ou non labiale. Cela dépend de la forme des lèvres arrondies ou étirées. Dans le cas du I, par exemple, les lèvres sont étirées. Dans le cas du OU, elles sont arrondies et nous verrons ça en détail un peu plus tard. Étudions maintenant les traits distinctifs des voyelles. Un lettre simple et 2 schémas pour mieux visualiser. Le timbre de la voyelle dépend du lieu de passage de l'air. Prenons 2 exemples. La voyelle orale 1 et la voyelle nasale 1. Dans le cas de la voyelle orale 1, l'air passe par la bouche, on dit ici la cavité vocale. Dans le cas de la voyelle nasale 1, l'air passe par la bouche et par le nez, on dit ici la cavité nasale. Ce qui distingue en outre,
c'est deux phonèmes, A et an. C'est le fait que, dans le cas de la voyelle A, la langue est en position centrale, tandis que dans le cas de la voyelle nasale A, la langue est un peu plus en arrière. Voyons maintenant les deux raids d'aperture. L'aperture, comme nous l'avons vu, dépend de l'espace entre la langue et le palais. Dans le cas de la voyelle 1, qui est la voyelle la plus ouverte de la langue française, la langue est abaissée au maximum. Voyez ici les passages larges. Dans le cas de la voyelle I, qui est la voyelle la plus fermée, la langue remonte assez près du palais, comme vous voyez sur ce schéma à droite. Le passage est étroit. Voyons maintenant les traits de l'antériorité et la postériorité. Le timbre de la voyelle dépend de la position avancée ou reculée de la langue. Prenons deux exemples. Prenons la voyelle I à gauche et la voyelle U à droite, qu'observe-t-on? Dans le cas de la voyelle I, la langue est en position avancée. Vous voyez sur le schéma ici, à gauche, la langue en position avancée, à l'avant. Aussi, on parle des voyelles antérieures. La voyelle I est une voyelle antérieure parce que la langue est en position avancée. Dans le cas de la voyelle U, la langue est en position reculée, c'est-à-dire qu'elle est à l'arrière. Aussi, on parle des voyelles postérieures. La voyelle U est une voyelle postérieure parce que la langue est en position reculée. Enfin, voyons les traits de la labialité. Le timbre de la voyelle dépend de la forme des lèvres arrondies ou étirées. Prenons le cas de la voyelle I et le cas de la voyelle U. Dans ces deux cas, pour ces deux voyelles, pour la production de ces deux voyelles, la langue est très en avant. Alors, qu'est-ce qui distingue la voyelle I de la voyelle U? Quel est le trait distinctif de la voyelle I? Quel est le trait distinctif de la voyelle U? Eh bien, ce qui distingue la voyelle I de la voyelle U, c'est que pour produire la voyelle I, les lèvres doivent être très tirées. Alors que pour produire la voyelle U, les lèvres doivent être très arrondies. Comme vous voyez sur ces deux schémas, I, lèvres très tirées, bouche très fermée, et U, lèvres très arrondies, bouche très fermée. Voici maintenant un tableau des 16 voyelles françaises placées selon leurs traits distinctifs. À gauche, les traits de l'aperture. Les voyelles sont classées verticalement selon leur degré d'aperture. À U, les voyelles fermées comme la voyelle I. Ensuite, les voyelles mi-fermées comme la voyelle E, mi-ouvertes comme la voyelle E, et les voyelles ouvertes comme la voyelle A. Horizontalement, à U, vous voyez les consonnes réparties selon leur antériorité et leur postériorité. De gauche à droite,
nous allons des voyelles les plus antérieures, comme la voyelle I, ou voyelles les plus postérieures, comme la voyelle U. Enfin, en bas, nous voyons les voyelles réparties selon qu'elles sont étirées ou arrondies. Pour la voyelle A, par exemple, les lèvres doivent être étirées pour la voyelle A. Par contre, les lèvres doivent être arrondies. Et maintenant la liste des 16 voyelles françaises. À gauche, les 12 voyelles orales avec leur nom en exemple de mot et sa transcription phonétique. Les A postérieurs comme dans pâte, les A antérieurs comme dans pâte, le E fermé comme dans pré, le E ouvert comme dans père, le I comme dans lit, le O fermé comme dans pot, le O ouvert comme dans part, le E fermé comme dans peu, le U ouvert comme dans part, le E sort ou mouillé comme dans les, le U français comme dans feu, le U français comme dans tu. À droite, les 4 voyelles nasales. Le E ouvert nasalisé comme dans pas, le U ouvert nasalisé comme dans un, le O ouvert nasalisé comme dans bon, et les A postérieurs nasalisés comme dans blanc. Voyons maintenant en détail les voyelles orales fermées comme la voyelle I. La voyelle I est une voyelle antérieure, cela veut dire que la langue est en avant à l'intérieur de la cavité buccale. C'est une voyelle fermée, c'est-à-dire que la langue a son dos relevé et qu'elle ferme les passages de la cavité buccale. Vous voyez ici que le passage dans la cavité buccale, le passage de l'air est très étroit. La voyelle I est une voyelle étirée, c'est-à-dire que les lèvres sont écartées pour prononcer la voyelle I. Et puis c'est une voyelle orale, c'est-à-dire que l'air ne passe que dans la cavité buccale, que le voile du palais est relevé pour empêcher l'air de passer par la cavité nasale. La voyelle U. La voyelle U est une voyelle postérieure, c'est-à-dire que la langue est située en arrière dans le palais. C'est une voyelle fermée, c'est-à-dire que le dos de la langue est relevé, qu'il forme le passage de l'air dans la cavité buccale. Voyez sur le schéma ici, le passage est très étroit. C'est une voyelle arrondie, c'est-à-dire que les lèvres sont arrondies pour prononcer le phonème U. Enfin, c'est une voyelle orale, c'est-à-dire que la voile du palais est relevée pour empêcher l'air de passer dans la cavité nasale et pour qu'il n'aille que dans la cavité buccale. Regardons les différences entre les voyelles E, U et O. La voyelle E. La voyelle E est une voyelle mi-fermée, comme la voyelle U, comme la voyelle O. Mais c'est une voyelle antérieure, étirée et orale. Tandis que la voyelle U est une voyelle antérieure aussi, mais arrondie.
La différence entre la voyelle E et la voyelle U, c'est que la voyelle U est une voyelle arrondie, tandis que la voyelle E est une voyelle étirée. Vous le sentez quand vous prononcez ces deux voyelles, quand je prononce E, mes lèvres sont étirées. Lorsque je prononce U, vous sentez qu'ils sont arrondis. Enfin, la voyelle U, comme les deux autres voyelles, est une voyelle mi-fermée. Il est arrondi comme la voyelle U, mais contrairement à la voyelle U, ce n'est pas une voyelle antérieure, c'est une voyelle postérieure. Cela veut dire que lorsque je prononce la voyelle O, ma langue est située plus en arrière. Sentez la différence. Si je dis U, je sens que ma langue est un peu plus en avant. Quand je dis O, il est un peu plus en arrière. Voyons maintenant les différences entre les voyelles E et O. Ces trois voyelles sont des voyelles mi-ouvertes. La voyelle E est une voyelle mi-ouverte, intérieure, étirée et orale. Mais la voyelle E n'est pas une voyelle étirée, c'est une voyelle arrondie. La différence entre E et E est que la voyelle E est arrondie. Vous sentez cette différence lorsque vous prononcez. Quand je prononce E, mes lèvres sont très étirées. Lorsque je prononce E, elles sont plus arrondies. Enfin, la voyelle O. La voyelle O est une voyelle mi-ouverte, comme la voyelle E et O. Mais contrairement à la voyelle E, c'est une voyelle qui est postérieure. C'est-à-dire que pour prononcer la voyelle E, ma langue doit être en arrière dans le palais. Et vous la sentez quand vous prononcez E et A. La voyelle E et la voyelle E. Ces deux voyelles sont intérieures, arrondies et orales. Et la différence entre la voyelle E et la voyelle E, c'est que la voyelle E est une voyelle mi-fermée. C'est-à-dire que l'espace entre la langue et le palais est plus fermé que pour prononcer la voyelle E. Vous le sentez quand vous prononcez E et A. L'espace entre la langue et le palais est plus grand lorsque je prononce la voyelle E. La voyelle U et la voyelle A. Ces deux voyelles sont des voyelles postérieures arrondies et orales. La différence entre la voyelle E et la voyelle A est que la voyelle E est une voyelle mi-fermée. Lorsque je prononce la voyelle E, le passage de l'air en arrière ici dans le palais est plus étroit que lorsque je prononce la voyelle E. Voyez ici que le passage est un peu plus large. Ce n'est pas évident sur ces deux schémas, mais c'est la raison pour laquelle ces deux voyelles sont différentes. Le passage est plus étroit, donc la voyelle est plus fermée. La voyelle U est plus fermée que la voyelle E, pour laquelle le passage est un peu plus large et qu'on appelle une voyelle mi-ouverte. La voyelle A est la voyelle la plus ouverte de la langue française. C'est une voyelle antérieure, c'est-à-dire que la langue en avant. C'est une voyelle étirée, les lèvres sont étirées et c'est une voyelle orale. Voyez ici que le dos de la langue est abaissé pour laisser largement le passage à l'air pour prononcer la voyelle A. A et A. Quelle est la différence entre le A de date et le A de pâte?
la voyelle A de date est une voyelle antérieure, c'est-à-dire qu'elle est prononcée avec la langue en avant, tandis que la voyelle E de patte est prononcée avec la langue en arrière. Cela n'est pas évident sur ces deux schémas, mais si on regarde bien, on voit ici que la langue est légèrement plus en avant que pour la production de la voyelle E sur les schémas à droite. L'espace entre les voiles du palais et le dos de la langue, d'ailleurs, est un peu plus large ici et un peu plus étroit ici. Par ailleurs, le A de date est une voyelle étirée, c'est-à-dire que pour la prononcer, les lèvres doivent être étirées, écartées. Tandis que pour la production de la voyelle 1 de patte, les lèvres sont plus arrondies. Le E caduc. Le phonème E peut être appelé E caduc, E sourde, E mouillé, E en cœur, E instable. Cette inscription phonétique sans symbole phonétique est appelée le schwa. Le E caduc est une voyelle mi-fermée ou mi-ouverte, car sa prononciation varie du E fermé ou E ouverte. C'est une voyelle antérieure, arrondie et orale. Le choix symbole phonétique du E caduc ne peut être attribué qu'à la graphie E. La voyelle peut ne pas être prononcée comme dans les mots petits, prononcée petit ou petit, ou dans les mots samedi, prononcé samedi ou samedi. Dans d'autres cas, la voyelle doit obligatoirement être prononcée comme dans les mots mercredi, prononcé mercredi. Il sera impossible de ne pas prononcer la E caduc dans ce mot. La prononciation de E caduc peut varier de A à E. Un exemple avec le mot fenêtre qui peut être prononcé fenêtre ou fenêtre. Voyons maintenant ce qui distingue la voyelle A comme dans le mot pas et la voyelle 1 comme dans le mot bras. La voyelle 1 comme dans le mot pas est une voyelle mi-ouverte, antérieure et nasale, mais s'il était tiré, tandis que la voyelle 1 du mot bras est arrondie, dont la prononciation diffère au niveau de la labialité. Un de pas est étiré et un de bras est arrondi. Voyons maintenant la voyelle A comme dans le mot blanc et la voyelle 1 comme dans le mot pain. Ce qui les distingue, la voyelle A est une voyelle postérieure arrondie et nasale, mais c'est une voyelle ouverte, tandis que la voyelle 1 est une voyelle mi-ouverte. Elle est moins ouverte que la voyelle A. Vous pouvez le sentir lorsque vous prononcez les deux voyelles. Prononcez la voyelle 1 et la voyelle 1. Et vous sentez que la voyelle 1 est un peu plus fermée, un peu moins ouverte que la voyelle 1. Voilà, nous avons fini notre étude des voyelles. Passons maintenant à l'étude des 17 ou 18 consonnes. Pourquoi 17 ou 18 consonnes? Comme nous l'avons déjà dit, tout dépend de la façon de compter. Aux 17 consonnes du français, on peut ajouter la consonne nasale 1,
emprunté à la langue anglaise. On trouve cette consonne à la finale des mots comme shopping, jogging, etc. La classification des consonnes. Le premier critère permettant de classer les consonnes et les modes d'articulation. Le deuxième critère de classification est le lieu d'articulation. Voyons les modes d'articulation à gauche. Les consonnes françaises sont classées selon 3 modes d'articulation. Le degré d'obstruction de l'air, la sonorité ou voicement, la résonance nasale ou orale. Les consonnes françaises sont également classées selon un deuxième critère qui dépend du lieu d'articulation. Les consonnes sont donc classées selon 3 zones d'articulation. La zone labiodontale, la zone palatale et la zone vélaire. Intéressons-nous tout d'abord au mode d'articulation. On commence par le degré d'obstruction de l'air. Ce trait distinctif permet de classer les consonnes françaises en 3 catégories. Les occlusifs, les fricatives et les sonantes. Commençons par les occlusifs. Les consonnes occlusives sont produites dans sa première timbre par un blocage complet de l'air, suivi d'une libération brusque de celui-ci, comme vous le voyez représenté sur ce schéma à droite. On les appelle aussi des explosifs parce qu'il y a un léger bruit d'explosion dans la production. Voyons maintenant les fricatives. Les consonnes fricatives, appelées aussi constructives ou même espérantes selon le linguiste, sont produites par un rétrécissement du canal vocal. Ce rétrécissement produit un frottement, mais l'air passe et ces consonnes peuvent durer. C'est pourquoi on les appelle également des consonnes continuées dans l'articulation réelle. On ne les fait pas durer. Notez qu'en latin, fricare signifie frotter. Et vous voyez ici sur ce schéma à droite, l'air qui passe à travers un rétrécissement du canal vocal et ce qui produit un bruit de frottement, d'où le nom fricatif. Enfin, les sonantes. Les consonnes dissonantes sont les consonnes qui présentent le degré d'obstruction le plus faible à l'émission de l'air. L'air s'échappe plus librement que pour les occlusifs ou les fricatifs. On distingue 3 sonantes nasales. L'air rencontre un obstacle total dans la bouche mais s'échappe librement par le nez. 3 sonantes dites glissantes, leur articulation est proche de celle des voyelles I, OU et U. Mais l'écart langue-palais est moins important, d'où un léger bruit de frottement rappelant celui des fricatives. Une sonante liquide vibrante, le R roulé apical ou le R roulé uvulaire. L'air rencontre un obstacle par terre dans la bouche. Enfin, une sonante liquide latérale pour laquelle l'air passe sur les côtés de la langue. Voyons maintenant un deuxième trait distinctif, celui de la sonorité. On oppose les consonnes voicées ou sonores articulées avec des vibrations des cordes vocales aux consonnes non voicées ou sourdes articulées sans que les cordes vocales vibrent.
La sonorité est un trait qui permet de distinguer un phonème d'un autre phonème. Ainsi, par exemple, les sons S se différencient de Z et F se différencient de V. Rappelons à l'aide de ce schéma que la glotte est l'orifice situé à l'intérieur du larynx délimité par les cordes vocales et qui, en se resserrant, provoque la vibration des cordes vocales, c'est-à-dire la production de la voix. Lorsque la glotte est tout à fait fermée, il y a production du couple de glotte. C'est le cas lorsque l'on produit une occlusive glottale. Lorsque la glotte est resserrée, il y a production de la voix. C'est le cas lorsque nous produisons des voyelles ou des consonnes sonores. Lorsque la glotte est tout à fait ouverte, l'air passe librement. Il n'y a pas production de la voix, mais l'on peut produire des consonnes sourdes. Voyons enfin un troisième trait distinctif, celui de la résonance orale ou nasale. En arrivant dans le pharynx buccal, l'air peut suivre deux schémas différents. Voyez sur ce schéma à gauche. Lorsque la voyelle du palais est relevée, on obtient un son de type oral. En effet, les voiles du palais relevées ferment l'accès à la cavité nasale. C'est le cas par exemple lorsqu'on prononce les phonèmes correspondants aux graphies ici représentées par P, B et V. Voyons maintenant le schéma à droite qui représente l'articulation nasale. Lorsque le voile du palais est rabaissé, c'est-à-dire lorsqu'il permet à l'air d'accéder à la cavité nasale, l'air s'échappe alors à la fois par la bouche et par le nez. L'articulation est dite nasale, par exemple, lorsque nous produisions les phonèmes représentés ici par les graphies M et N. Intéressant, nous maintenant au 10e grand critère de classification des consonnes, qui est celui de la zone d'articulation. Nous distinguons trois zones d'articulation. La zone labiodontale, la zone palatale et la zone vélaire. Voyons maintenant plus en détail les points d'articulation de la zone labiodontale. Distinguons les lèvres auxquelles correspondent l'adjectif labial. Notons que nous étudierons en particulier les adjectifs correspondant aux différentes parties de l'appareil articulatoire. Nous avons ici le dent et l'adjectif dental. Les alvéoles situés derrière la petite paroisse, ici situés derrière le dent, avec l'adjectif correspondant alvéolaire. Dans les lèvres, adjectif labial. Les dents, adjectif dental. Les alvéoles, adjectif alvéolaire. Voyons maintenant en détail la zone palatale. L'adjectif correspondant à l'ensemble du palais dur, c'est l'adjectif palatal. Le vent du palais avec l'adjectif correspondant prépalatal. L'arrière du palais ici avec l'adjectif postpalatal. Voyons maintenant en détail la zone vélaire. La zone vélaire, c'est la zone du palais mou, on dit aussi voile du palais. Et l'adjectif correspondant, c'est l'adjectif vélaire. Et à l'extrémité du palais mou se trouve l'alouette. On dit aussi l'ovule. Et l'adjectif correspondant est ovulaire. Donc pour résumer, les lèvres, les dents
les alvéoles, les palais durs, les palais mous ou voile du palais, l'alouette ou ovule, avec les adjectifs correspondants labial, dental, alvéolaire, prépalatal, palatal, postpalatal, vélaire et ovulaire. Nous nous sommes intéressés à la partie supérieure de l'appareil articulatoire. Une partie qui ne bouge pas, une partie fixe. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie inférieure. La partie inférieure est beaucoup plus mobile. Nous avons les lèvres inférieures et supérieures qui correspondent à la zone bilabiale. Le bout de la langue qui s'appelle l'apex avec l'adjectif correspondant apical. Le dos de la langue avec l'adjectif correspondant dorsal ou médio-dorsal, c'est-à-dire au milieu de la langue, la partie la plus en avant de la langue que la partie pré-dorsale. La partie en arrière avec l'adjectif correspondant post-dorsal. Et puis la racine de la langue. Donc voici un schéma qui résume l'ensemble des lieux d'articulation avec l'adjectif qui leur correspondent. Donc vous avez deux schémas. Le schéma de la partie supérieure et le schéma de la partie inférieure. Voici maintenant un tableau général des consonnes et des semi-consonnes récapitulant les classifications que nous avons opérées à l'aide de différents critères liés au mode d'articulation et au lieu d'articulation. À gauche, verticalement, vous avez le mode d'articulation et vous reconnaissez les occlusives comme P, B, M, T, D, N, N comme dans montagne, que, G, et ces phonèmes d'origine anglaise, N, comme dans shopping ou jogging. Vous voyez que horizontalement, ces occlusifs sont classés selon leur point d'articulation. Bilabial, labiodental, apicodental, apico-alvéolaire, prépalatal, médiopalatal et dorsovélaire. Vous reconnaissez sans doute ici les points d'articulation grâce aux adjectifs dental qui correspondent à dent, alvéolaire, alvéole, palatal, palais, en avant du palais, prépalatal, en avant du palais, médiopalatal, au milieu du palais et dorsovélaire, c'est-à-dire que le dos de la langue est en arrière et se rapproche du voile du palais. Verticalement, nous avons les constructifs qu'on nomme aussi fricatifs comme fe, ve, se, ze, le, che, je, et puis un constructif au fricatif vélaire, le re. Enfin, nous avons les sonantes qui sont appelées aussi déglissantes, semi-consonnes ou semi-voyelles comme je, vo et voix. Voyons maintenant plusieurs types de consonnes et commençons par les occlusifs bilabiales P et B. Dans le cas de ces deux occlusifs bilabiales, vous avez un blocage de l'air au niveau des lèvres, puis une libération brutale, puisque ce sont des occlusifs. Le voile du palais est relevé bien sûr, et dans le cas de P, la consonne est sourde, c'est-à-dire que les cordes vocales ne vibrent pas. Dans le cas de B, la consonne est sonore,
les cordes vocales vibrent. Les occlusifs alvéodontales T et 2. Dans le cas du occlusif, il y a un blocage de l'air également avec la pointe de la langue derrière les incisives supérieurs. C'est pour ça que l'on dit alvéodontal, car pour la production de T et 2, la pointe de la langue touche la partie qui est juste derrière les incisives supérieurs et qui le nomme les alvéoles. La consonne T est sourde, les cordes vocales ne vibrent pas. La consonne D, au contraire, est sonore. Les cordes vocales vibrent. Les occlusifs palatales ou vélaires K et G. Deux cas sont possibles. Si ces deux occlusifs sont suivis d'une voyelle antérieure comme I ou O, ils sont dorsopalatales. Car dans ce cas, le dos de la langue touche les palais du. Si ces deux occlusifs sont suivis de voyelles comme A ou U, alors ces deux occlusifs sont des consonnes dorsovélaires, car le dos de la langue dans ce cas touche les palais mous ou voile du palais. La différence entre la consonne K et la consonne G, c'est que K est une consonne sourde et G est une consonne sonore. Les occlusifs nasales me, ne et gne. Dans le cas de l'occlusif me, il y a blocage de l'air au niveau des deux lèvres, aussi appelle-t-on cet occlusif un occlusif bilabial. Dans le cas de l'occlusif ne, il y a blocage de l'air au moyen de la pointe de la langue derrière les incisives supérieurs, aussi appelle-t-on cet occlusif un occlusif apicodontal. Vous vous souvenez que la pointe de la langue est nommée apex et que l'adjectif qui correspond à l'apex, c'est apical. Enfin, dans le cas de l'occlusif gne, comme dans le mot montagne, il y a blocage de l'air au niveau du palais au moyen de la langue, aussi appelle-t-on cet occlusif une dorsopalatal. Les constructifs labiodontales feu et ve. Dans le cas de ces deux constructifs, il y a un resserrement du passage de l'air, avec la lèvre inférieure contre le dent. Aussi appelle-t-on ces deux constructifs des labiodontales. La consonne feu est une consonne sourde, tandis que la consonne ve est une consonne sonore. Les constructifs alvéolaires se et ze. Dans le cas de ces deux constructifs, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau des alvéoles, avec la pointe de la langue en bas, aussi appelle-t-on ces deux constructifs des constructifs alvéolaires. La consonne se est sourde, tandis que la consonne ze est sonore. Les constructifs alvéolaires che et je. Dans le cas de ces deux constructifs, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau du palais avant, avec la pointe de la langue au nu et les lèvres arrondies. Aussi appelle-t-on ces deux constructifs des constructifs prépalatales. La consonne che est sourde et la consonne je est sonore. La constructive vélaire re. Dans le cas de cette constructive, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau du voile du palais. Aussi appelle-t-on cette constructive une constructive vélaire. Enfin,
la constructive alvéolaire latérale LE. Dans le cas de cette constructive, la pointe de la langue est contre les alvéoles et l'air passe sur les côtés. Aussi appelle-t-on cette constructive une constructive alvéolaire latérale. Voilà, maintenant découvrons les 3 sémiconsonnes ou semi-voyelles du français. Nous avons la sémiconsonne palatale J. Alors, dans le cas de cette sémiconsonne, le dos de la langue est relevé et en avant, et les lèvres écartées. Nous avons la sémiconsonne palatale arrondie LE. Comme dans le cas de la sémiconsonne je, la masse de la langue est en avant et son dos relevé, mais contrairement à la sémiconsonne je, les lèvres sont arrondies. Enfin, la sémiconsonne vélaire arrondie RO. Dans ce cas, la masse de la langue est en arrière. Son dos est relevé, mais sa masse est en arrière et les lèvres sont arrondies. Voilà, merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve prochainement pour la vidéo de présentation de l'unité 7, la morphologie du français. Au revoir.